c'est que la dispute n'est pas simplement entre Lula et Flavio Bolsonaro. La véritable dispute, c'est de savoir si le Brésil va rester une nation souveraine ou si nous allons nous agenouiller devant des intérêts impérialistes, néocoloniaux, venus des États-Unis. Je crois que c'est justement ce qui est en jeu lors de l'élection du 4 octobre, Amaral. Lula contre Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas? C'est Lula et le Brésil, n'est-ce pas, contre les ambitions colonialistes de Donald Trump. Les amis, Oui, quelqu'un pourrait considérer cela comme une exagération, comme une phrase toute faite pour créer un affrontement politique, comme une théorie du complot, mais regardons les faits. Donald Trump est intervenu lors des dernières élections en Amérique latine depuis qu'il est devenu président pour ce second mandat aux États-Unis. Il y a eu 7 élections en Amérique latine. Dans les 7 cas, il a soutenu la droite. Il a gagné grâce à l'intervention directe de Donald Trump. Le lendemain de l'élection en Colombie, Donald Trump lui-même a déclaré « Mon prochain défi, c'est le Brésil ». Donc voyez-vous, ce n'est pas nous qui le disons. En accusant Donald Trump de chercher à interférer dans les élections et dans la démocratie brésilienne. C'est Donald Trump lui-même, de son propre aveu, « Je veux intervenir dans le processus politique brésilien ». Je pense que nous devons mettre en avant et que cette campagne devra discuter, Amaral, pourquoi Donald Trump veut intervenir. ce n'est pas dû à Bolsonaro. Ce n'est pas simplement par loyauté idéologique envers l'extrême droite brésilienne. Je te dirais même que c'est le sujet le moins important. Trump veut interférer dans l'élection brésilienne parce qu'il veut les terres rares, les minéraux critiques de notre pays. Il veut les richesses du Brésil pour les traiter là-bas aux États-Unis et générer de la richesse aux États-Unis. Ce n'est un secret pour personne. Pourquoi est-ce qu'il est intervenu dans l'élection du Pérou? Parce qu'il voulait le cuivre. Pourquoi est-il intervenu dans l'élection de la Bolivie et du Chili? Pour le lithium. Et pourquoi veut-il intervenir dans l'élection brésilienne? Pour les minéraux critiques et terres rares. D'ailleurs, je recommande vivement à tous ceux qui sont du camp progressiste de lire attentivement la stratégie de sécurité nationale et la politique de défense des États-Unis publiée en décembre de l'année dernière. Ali, il existe une section nommée Corollaire Trump de la doctrine Murrah, document officiel des départements d'État et de la défense américains. Le corollaire Trump de la doctrine Murrah, où ils disent exactement que la politique pour l'Amérique latine sera axée sur la restauration de l'influence historique, c'est-à-dire la théorie de l'arrière-cour, la doctrine Murrah et l'Amérique aux Américains. Et plus encore, de pouvoir satisfaire l'économie américaine avec des matières premières et des minéraux critiques qui, dans un contexte de guerre froide avec la Chine, ils ne les obtiennent pas de la Chine. Notre rôle ici est stratégique. Les terres rares, on parle beaucoup des terres rares et parfois cela reste abstrait. Une terre rare, c'est un minéral, n'est-ce pas? Ce sont des minéraux, pour être plus précis, composés de 17 éléments chimiques qui sont essentiels pour la production de 2 vecteurs de l'économie du 21e siècle. Pour stimuler l'économie numérique, car c'est avec des éléments de terres rares, avec des aimants en néodyme. Le néodyme est utilisé pour la production des microchips et des semi-conducteurs les plus avancés qui sont à la base du traitement des données de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi grâce aux terres rares que l'on produit les panneaux photovoltaïques d'énergie solaire et les turbines éoliennes qui sont à la base de la transition énergétique, qui est le 2e pilier de l'économie du 21e siècle. L'économie numérique et la transition énergétique. Et quel est le détail ici? La Chine possède 49% des réserves mondiales de terres rares. Le Brésil est le 2e avec 23%. Et notez que le service géologique du Brésil n'a pas encore prospecté tout le territoire. Cela pourrait être plus. Et les États-Unis possèdent moins de 1% des réserves. Le 3e est l'Inde avec 7,8%, soit un tiers du Brésil. Alors c'est ça qui est en jeu, les amis. Il veut donc ces éléments stratégiques. Qu'a dit Lula? Et là, il est important de comprendre pourquoi la chimie a pris fin. Parce qu'il y a eu un moment d'alchimie. Le moment de la chimie, c'était lorsque Trump voulait ouvrir des négociations pour s'approprier les éléments de terres rares et les minéraux critiques du Brésil. Lula a négocié de manière franche, ouverte, en disant « Nous vous vendons des terres rares, Trump. On en vend à la Chine, à l'Europe, à tous les acheteurs, à une condition. Nous allons transformer et raffiner au Brésil, ajouter de la valeur au Brésil. Et nous vendrons comme la Chine vend, comme tout le monde vend, mais avec un transfert de technologie et en ajoutant de la valeur au Brésil. »
Après que le gouvernement brésilien a dit cela, Donald Trump s'est remis à nous attaquer et a imposé 2 nouveaux droits de douane. Alors, nous devons comprendre ce qui est en jeu dans cette élection. Ce qui est en jeu, ce n'est pas Lula contre Flavio Bolsonaro. C'est simplement pour cela. D'ailleurs, si c'était le cas, je pense que l'élection serait bien plus tranquille. Parce qu'il n'y a aucune comparaison possible entre Lula et Flavio Bolsonaro. D'un côté, vous avez la biographie et le parcours de la plus grande figure politique de l'histoire du Brésil. De l'autre côté, vous avez un malfaiteur avec un casier judiciaire énorme. Le plan B de la famille Bolsonaro était lui. Le plan A, c'était Eduardo. C'est Flavio qui a été choisi uniquement parce qu'Eduardo s'est discrédité avec ses bêtises aux États-Unis. Oui, Flavio Bolsonaro, si vous lui demandez, regardez, quel est son projet pour le Brésil? Je veux dire, qu'a-t-il à dire sur le SUS? Qu'a-t-il à dire sur l'éducation publique? Qu'a-t-il à dire sur l'agriculture familiale? Qu'a-t-il à dire sur la culture? Il n'a rien à dire. C'est un candidat creux. C'est un désert d'idées. Pour Bolsonaro, c'est ça. Même les thèmes historiques de l'extrême droite lui sont inaccessibles. L'extrême droite attaque toujours la gauche sur la corruption. Personne ne voit Flavio Bolsonaro comme légitime pour en parler. Le gars de l'audio de Vorcaro. L'extrême droite utilise toujours le thème de la sécurité publique, le projet Bukele. Ce gars-là était lié aux milices de Rio de Janeiro. Qu'est-ce qu'il va dire sur le crime organisé? Qu'est-ce qui fait de cette élection une guerre et une élection très difficile? Vous voyez, il y a une escalade. Et soyons clairs, le président Lula est aujourd'hui le bastion de la résistance à cette escalade sur notre continent. Lula dirige aujourd'hui le camp démocratique au niveau international et le camp progressiste dans la résistance aux ambitions impérialistes de Donald Trump. Ce n'est pas du fanatisme de notre part, c'était à la une du New York Times l'an dernier. En mettant Lula à la une, il disait « le seul homme d'État qui a affronté Trump ». Nous avons eu des hommes d'État européens qui se sont agenouillés. Et venant de pays bien plus puissants, militairement et économiquement que le nôtre, et Lula a dit, ici non, je ne vais pas négocier la souveraineté. Donc c'est ça qui est en jeu lors de l'élection d'octobre. Écoutez, on ne peut rien exclure de la part de ce groupe, vu sa puissance de feu. Parce que ce qui est en jeu, ce sont beaucoup d'intérêts. Il y a l'intérêt national d'un côté, l'intérêt colonial de l'autre, et beaucoup d'intérêts économiques aussi, n'est-ce pas? Vous voyez que une des exigences que les États-Unis ont mis sur la table lors du débat avec le Brésil était de ne pas aborder le sujet de la régulation des grandes entreprises technologiques. Et là, ici, nous devons comprendre la question au-delà du débat politique que nous menons au quotidien, qui est aussi important. Les grandes entreprises technologiques gagnent de l'argent avec cela. La rentabilité de Meta, 98% du chiffre d'affaires de Meta l'année dernière provenait des publicités. Publicité payante, mise en avant payante. Avec une réglementation et un contrôle, certaines mises en avant payantes concernent les armes. Une partie de ces mises en avant payantes concerne la sexualisation. Une partie de ces mises en avant payantes est liée à la haine politique, aux communautés de haine. Une partie de ces mises en avant payantes concerne les fake news. Si vous mettez en place une réglementation et un filtre sur ce qui peut ou ne peut pas être mis en avant, n'est-ce pas, et que vous imposez, disons, une limite à cette terre sans loi qu'est devenu l'environnement numérique, il demande aussi de l'argent. Les grandes plateformes y trouvent un intérêt économique en agissant au-delà de l'intérêt politique. Et cet intérêt politique est lié à l'intérêt économique. Pourquoi? Parce que qui a réussi à bloquer le projet de loi sur les fake news en 2023-2025? Qui a réussi à le bloquer? C'était l'extrême droite, accusant de censure dans une coalition qu'elle a faite avec les grandes entreprises technologiques à cette époque. Donc, c'est ce contexte de fond qui, sans aucun doute, nous préoccupe et sera à l'ordre du jour.